Jean-Claude Mailly, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes secrétaire général de Force ouvrière. Alors François Hollande a décrété jeudi soir l'urgence économique contre le chômage et il a notamment annoncé que 500 000 chômeurs allaient pouvoir bénéficier d'une formation parce que paradoxalement aujourd'hui les chômeurs bénéficient assez peu de formation. Donc j'imagine que vous êtes satisfait et vous dites bravo, enfin on prend le taureau par les cornes là. Que les chômeurs bénéficient plus facilement de formation, bien entendu, c'est un élément positif. Enfin, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, au total, l'année dernière, il y a eu plus de 640 000 chômeurs qui ont bénéficié d'une formation. Alors là, ça s'adresserait aux demandeurs d'emploi de longue durée. Il y en a eu 150 000. Hein, c'est financé jusque maintenant à la fois, ça l'était en tous les cas, par l'État, par les partenaires sociaux, par Pôle emploi, etc. Donc l'objectif, ce serait d'atteindre, on en a discuté avec la ministre du Travail hier après-midi, au moins 500 000, donc 150 plus 350, ça fait 500, plus si c'est nécessaire. Mais après, on tombe sur un problème budgétaire. Si l'on fait 500 000, l'évaluation, c'est au moins, tout compris, au moins 1 milliard d'euros. Donc il faut les dégager, il faut voir où le gouvernement va les prendre. Pour le moment, ça, on ne sait pas. Mais c'est bien de former. Voilà. Pour autant, après, il faut qu'il y ait les emplois à la sortie. Et ça, c'est autre chose. Enfin, vous ne faites pas partie de ceux qui disent le gouvernement, c'est une manip, parce que comme ça, il va sortir 500 000 chômeurs des statistiques du chômage, parce que quand on est en formation, on n'est plus en chômage. Oui, donc ça va faire baisser les chiffres du chômage. Attendez, je pense que c'est au moins un effet collatéral. Donc je ne pense pas que ce soit absent du raisonnement du gouvernement non plus. Donc vous aussi, même si c'est utile. Non, mais même si c'est utile, bien entendu, de mettre plus d'argent. Ils avaient restreint ces derniers temps, budgétairement, sur la formation des chômeurs. Je rappelle que d'abord, prioritairement, sur les régions qui sont responsables. Mais ça a un effet, effectivement, sur les statistiques. Vous n'êtes plus comptabilisé de la même manière. Ça permet peut-être d'essayer d'inverser la courbe du chômage. Voilà. Alors le président a dit jeudi soir, ce sont les PME qui créent l'emploi. Il veut donc aider les PME. Il va donc accorder aux patrons de PME qui embauchent, il va faire un chèque de 2 000 € pour chaque embauche. Bonne idée. Moi, j'ai lu les réactions à la fois de la CGPME et du MEDEF. Ils ne sont pas demandeurs, donc ce n'est pas la peine de gaspiller de l'argent. Ils disent on n'est pas des chasseurs de primes. Ce qu'on veut, c'est des baisses de charges. Oui, non, mais ce n'est pas la peine donc de leur donner 1 000 ou 2 000 €. Autant utiliser l'argent pour autre chose. Vous savez, quand vous regardez, il y a déjà toute une série. Vous tapez sur Internet aide à l'embauche TPE-PME, vous allez voir, il y en a au moins 7 ou 8 importantes déjà. Donc je ne pense pas que l'urgence ce soit de ce côté-là. Ce qui montre bien la complexité quand on est patron des règles du travail. Vous venez de le dire, quand on tape aide à l'embauche, il y a déjà 8 réponses sur Internet. C'est à la demande des employeurs. Mais vous savez, il ne faut pas croire, moi j'ai jamais dit, il ne faut jamais toucher au code du travail. Une simplification peut-être, à condition que ça ne retire pas des droits aux salariés. Si vous prenez dans le code du travail, l'une des parties les plus complexes, c'est celle sur la durée du travail. Pourquoi elle est complexe ? C'est aux demandes successives patronales, de dérogation, de complexification, etc. S'il n'y avait pas eu toutes ces demandes, ce serait beaucoup plus simple. Alors, je vous parlais de la réforme du marché du travail, puisque le gouvernement y travaille précisément. Et alors, on sait que c'est aujourd'hui dans Emmanuel Macron dans Le Monde, cet après-midi, veut remettre à l'ordre du jour l'idée de plafonner les indemnités de licenciement. Quand un salarié attaque son patron au prud'homme, le patron, il ne sait pas du tout combien il va devoir payer. Emmanuel Macron dit que ce serait bien quand même, ça pourrait rassurer le patron qu'au moins ça soit plafonné. Ils font une erreur. Ils font une erreur. D'abord, ils s'étaient fait envoyer dans le mur par le Conseil constitutionnel, puisqu'il y avait un traitement différencié, je ne rentre pas dans le détail. Donc là, c'était une grande ou une petite entreprise. Donc ça, ils vont corriger ça. Ouais. Donc ils veulent remettre ça sur le tapis. Au-delà du fait qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'on dit au juge, vous ne pouvez pas faire plus que ça. Bon. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que vous ne pouvez pas plafonner les indemnités en la matière sur des dossiers comme la discrimination ou le harcèlement. Vous allez voir ce qui va se passer. Il va y avoir un transfert. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'attaques des employeurs sur la discrimination et le harcèlement. Et je mets le salarié licencié ou conseillé par des avocats ou conseillé par en disant j'ai été harcelé. Voilà. Et vous verrez, s'ils le font dans 3-4 ans, les employeurs se plaindront. Voilà, ils demandent quelque chose et après ils se plaindront in fine. Alors ils disent aussi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va au prud'homme, boum, on est sanctionné. Les entreprises disent si elles sont sanctionnées, c'est qu'elles ont fait une erreur. C'est en fonction des lois existantes. Alors en matière de réforme du marché du travail, je vous propose d'écouter Alain Juppé, qui sera peut-être le futur président des Français, donc il faut bien écouter ce qu'il dit. Il a une réforme, il propose une chose assez révolutionnaire. Il dit, pour favoriser l'embauche, ça peut paraître très paradoxal, il dit, il faut faciliter les licenciements. Écoutez son raisonnement. Aujourd'hui, beaucoup de Français restent encore convaincus que c'est en rendant le licenciement difficile qu'on protège l'emploi. C'est l'inverse. En rendant le licenciement difficile, coûteux et long, on fragilise l'entreprise et on crée du chômage. C'est là qu'il faut changer véritablement de logique. Avouez, Jean-Claude Mailly, qu'il y a beaucoup de petits patrons, on le sait, qui hésitent à embaucher parce qu'ils se disent si jamais mes affaires tournent mal, j'aurai ensuite beaucoup de mal
à me séparer de ma nouvelle recrue. Oui, attendez, il y a aussi beaucoup de salariés en CDI qui sont licenciés chaque année. Le contrat à durée indéterminée, qui est le contrat le plus stable, c'est pas un contrat à vie, hein, on le voit tous les jours. Vous savez, c'est pas nouveau cette idée d'Alain Juppé. Hein, ça veut dire, en gros, si vous voulez qu'on puisse embaucher, laissez-nous d'abord licencier. Moi, je n'y crois pas. Hein, et toutes les études, même l'OCDE, qu'on ne peut pas suspecter de je ne sais quoi, de keynésianisme ou autre, considèrent que les problèmes ne sont pas obligatoirement sur cette question-là. Je pense que si l'on veut favoriser l'embauche, il faut favoriser les carnets de commandes, c'est une question d'activité économique, c'est sur une compétitivité hors coût, innovation, recherche, c'est là-dessus qu'il faut aller prioritairement, et non pas, pardonnez-moi, sur des vieilles lunes libérales. Autre annonce d'Alain Juppé, il a dit si je suis élu en 2017, je repousserai l'âge légal de départ, qui est aujourd'hui de 62 ans, à 65 ans. Je vous pose cette question à vous, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. C'est pas anodin, puisqu'en 95, vous étiez déjà aux côtés de Marc Blondel, et c'est vous qui avez fait trébucher Alain Juppé sur sa fameuse réforme des retraites. Donc, si j'étais Alain Juppé, j'écouterais votre réponse. Qu'allez-vous faire face à la perspective de l'âge légal à 65 ans? C'est une erreur. C'est une erreur. Écoutez, comment on va faire? Je vais prendre un seul exemple. Comment on fait pour tous les salariés qu'on appelle seniors, dont le chômage n'a cessé d'augmenter ces dernières années, qui, à bout d'un moment, arrivent en fin d'assurance chômage. Ils vont devoir attendre combien d'années pour vivre au RSA avant de pouvoir prendre leur retraite? Je ne prends que cet exemple. Hein, donc, là encore, on raisonne sur des critères uniquement comptables. Aujourd'hui, un salarié peut, s'il le décide, s'il le souhaite, rester jusqu'à 70 ans. Quand c'est un choix volontaire, ça ne me gêne pas. Mais contraindre les salariés à bosser quand il y a du chômage, quand il y a des problèmes comme on les rencontre aujourd'hui, c'est une erreur. On est sur des raisonnements uniquement comptables. Je regrette d'ailleurs que d'autres organisations syndicales aient donné le là, d'une certaine manière, à ce qu'a dit Alain Juppé ce matin, en acceptant sur la retraite complémentaire que les gens travaillent jusqu'à 63 ans. Hein, je crois qu'ils ont donné un mauvais exemple. Ils ont fait de la politique. Pour la CFDT. Oui, bien sûr. Mais oui, non, mais ils ont accepté d'une manière ou d'une autre de passer de 62 à 63. Vous avez vu les déficits de l'assurance retraite. Il faut quand même à un moment combler les... Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de déficit? Dans la limite où... C'est vrai, donc mais c'est vrai que les gens vivent en moyenne. L'espérance de vie augmente, pas l'espérance de vie en bonne santé. Hein, les Français sont les champions du monde pour le temps passé à la retraite. 27 ans pour les femmes. Hein. Tant mieux. Et 23 pour les hommes. Tant mieux s'ils peuvent en profiter. Bon. Et deuxièmement, quand vous avez moins de recettes, parce que les salaires augmentent moins, parce que quand vous êtes au chômage, l'intégralité des cotisations n'est pas compensée, etc., dans la retraite complémentaire, c'est logique qu'il y ait un déficit. Maintenant, tant l'assurance chômage que les retraites complémentaires sont des systèmes très sensibles à la conjoncture. Si ça repartait, alors c'est pas sûr que ça repart, l'émission tout à l'heure le montrera encore, mais si ça repartait, ça se comblerait assez rapidement. Depuis le début de cette émission, on vous entend dire la solution à tout, c'est que la croissance revienne, que les carnets de commandes se remplissent. Vous avez une mesure, parce qu'on voit bien... il y en a plusieurs. Il y a plusieurs mesures. Je pense qu'il faut, y compris quand on a un investissement privé qui est un peu défaillant en ce moment, même si on dit que ça commence à repartir, il faut savoir soutenir l'investissement public. Il n'y a pas que le pacte sécuritaire qui doit s'imposer au pacte budgétaire. Des grands travaux. Le pacte républicain. Des travaux, mais y compris, vous savez, 70%... Des routes, des choses comme ça? Oui, 70% de l'investissement public, ce sont les collectivités territoriales. Voilà, c'est un exemple. Il faut soutenir un peu le pouvoir d'achat également. Le gouvernement aurait dû soutenir le SMIC. Et il faut se battre au niveau européen pour que la logique actuelle soit remise en cause. C'est une demande de tous les syndicats européens d'ailleurs. Eh bien, précisément, c'est la suite de cette émission. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly. Merci à vous. Donc, secrétaire général de Force ouvrière. C'est la suite de cette émission. Caroline Roux va s'intéresser à la croissance en 2016. Risque-t-on d'avoir des déceptions cette année? En tous les cas, la Chine, vient de connaître un mini-crack. La Chine qui semble bien impuissante à soutenir son économie et ça pourrait avoir des conséquences jusque chez nous. C'est tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux avec C'est dans l'air intitulé ce soir « Le spectre d'une nouvelle crise ».